Bonsoir. Je crois que j'en ai abîmé le micro. Je crois que la foule de mon répertoire. Et je remercie évidemment la charmante sorcière qui est à l'origine de ça, ses complices, parce que je crois qu'elle en a pas mal, monsieur le directeur. Et je vais essayer de vous parler de quelque chose dont j'ai vraiment jamais osé parler, tant ça m'émeut. Alors je sors mes bouteilles, excusez-moi monsieur, mais il y a un petit... Vous voyez, c'est un peu effrayant. Ça n'aura plus jamais lieu, rassurez-vous, puisque je m'en vais. Voilà, il me faut tout un Bataclan. Voilà, je vais vous... oui, je termine. C'est très, très intimidant. Ça me rappelle étonnamment... J'ai pris beaucoup trop de choses, mais c'est pour me rassurer. Ça me rappelle étonnamment un jour de 1976 où j'ai dû remplacer monsieur le professeur Lecoeur au pied levé. Et je peux vous dire, pas une mince affaire. Cet homme avait tellement d'esprit et m'avait choisi. Moi qui n'ai jamais été étudiant à l'école des Beaux-Arts, qui aurait eu horreur de ça. J'étais un brave assistant de Cassandre. Et donc, il m'a choisi parce qu'il trouvait que j'étais un peu vulgaire dans la façon d'expliquer ces choses. Ben, ce soir, je vais essayer de ne pas l'être. Voilà un bassin féminin. C'est à la fois bouleversant et émouvant qui m'a été donné par un étudiant qui avait acheté ça aux puces, figurez-vous. C'est un bassin d'une très très jeune femme. Il a gardé ses ligaments. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir. Le ligament, c'est le lien, n'est-ce pas? C'est le lien qui, vous voyez, là, c'est une absolue merveille que je vais laisser à l'école. Je n'ai pas besoin de ça dans mon atelier. Mais peut-être de temps en temps, je viendrai la voir. Alors, oui, les ligaments, on vient de découvrir récemment que leur laxité, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que leur laxité varie au cours du cycle menstruel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ces ficelles qui vont d'un point osseux à un autre, là on s'en doutait. Ça faisait longtemps qu'on se doutait qu'au moment de la parturition, de l'accouchement, mais même plus avant, il y avait quelque chose dans la femme qui s'ouvrait pour que l'enfant puisse s'installer, vous voyez? Mais là, la découverte la plus étonnante, c'est de voir que non seulement lorsqu'une femme prépare le terrain, n'est-ce pas, pour ce bébé, mais à l'intérieur du cycle menstruel, cette notion a presque disparu. Ma mère faisait des calculs avec la méthode Ogino sur une petite feuille et en prenant sa température tous les matins. Nos grands-mères ont vécu ça, vos arrière-grands-mères, n'est-ce pas? Et c'est très étrange de penser que pendant la période de fécondité, les ligaments s'ouvrent. Voilà. Alors, il y a un autre phénomène, c'est que chez la femme, mais chez l'homme aussi, parfois, quand il en a envie, mais chez la femme, il y a une étrange possibilité de retourner les bras. Et cette année, on a une Miss Recurvatum 2003, qui est tout à fait extraordinaire. On va peut-être commencer tous les deux comme ça. Venez là. Vous voyez? Voilà. Je crois que vous avez tout compris, non? Voilà. Et là, je peux? Voilà. Voilà. Ça, c'est la féminité. Appuyez-vous contre un mur parce que c'est sublime. Voilà. Je peux? Voilà. Oui, c'est tout à fait étonnant. Voilà. Ben, c'est ça que je vais essayer de dessiner aujourd'hui. Merci beaucoup, Agnès. Voilà. Alors, je vous propose
Alors, je vais finir d'ouvrir mes bagages. J'ai tellement le trac que j'ai tout apporté, quoi. Il y a même les bonbons. Donc, je vous propose d'essayer de vous sortir une femme debout, en récurvatum. La voilà, je l'ai beaucoup travaillé. On va essayer de la sortir ensemble. C'est la panique absolue. Je n'ai pas mes craies. J'ai que du bleu, du rouge et du vert. Oh là 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 là. Bon, j'ai un peu de jaune et de blanc. Non, mais ça va pas, ça. Bon, ben. Nicolas. Du blanc, du jaune. Je ne savais pas que tu étais là, merci. Voilà. Du blanc, du jaune, du vert. Voilà. Bon, ben on y va. Oh là là. Alors, donc voilà. Il faut qu'elle sorte là-dessus. Donc on va mettre un crâne. Ah, un crâne féminin, j'en ai apporté un. J'aurais pu aussi vous montrer ça pendant que Philippe, très gentiment, est parti me sauver. C'est tout de même très étonnant. Vous voyez, c'est donc une jeune fille, vous vous en rendez compte au fémur. Et regardez, voilà le crâne d'un bébé, n'est-ce pas? Et regardez la facilité avec laquelle ça passe, n'est-ce pas? Chez elle, l'ouverture était absolument... Je ne sais pas quoi, elle est morte, c'est complètement idiot. Mais je lègue, vous voyez, l'ouverture est parfaitement circulaire. Et c'est très, très étonnant, quoi. Et c'est pas large. La stupidité qu'on entend partout, n'est-ce pas? Les femmes qui ont un bassin large feront des enfants facilement. Tout le monde sait qu'il y a des femmes qui ont un bassin très étroit, n'est-ce pas? Et les enfants passent, comme on dit vulgairement, comme des lettres à la poste. Je me souviens quand j'étais dans mon cours du soir d'anatomie, le professeur, qui me sauve la vie, merci. Le professeur, un jour, a pris les hanches, vous savez comment sont parfois les professeurs, il a pris les hanches d'une étudiante, n'est-ce pas, et il lui a dit « Vous ferez de beaux enfants, mademoiselle ». Je n'étais pas content, donc j'ai regardé le professeur, je lui ai dit « Excusez-moi, mais si vraiment vous voulez savoir si mademoiselle fera de beaux enfants, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que vous preniez son bassin, que vous mettiez la tête dedans et que vous regardiez ah. Parce que c'est vraiment là que ça se situe. Si un bébé n'est pas descendu avant l'accouchement, on fait une radiopelvimétrie, c'est-à-dire on mesure cette ouverture par rapport au crâne du bébé. Si c'est ça, n'est-ce pas, c'est grave, parce qu'il devrait descendre, d'accord? C'est peut-être que le cordon est trop court, la césarienne classique de la maman de César, n'est-ce pas? Ou alors, beaucoup plus grave, mais on ne va pas parler de choses tristes, c'est que le bébé a pris le cordon et a joué avec pour se le mettre autour du cou. Hein? À ce moment-là, c'est un peu ennuyeux. Voilà. Donc, j'ai de la craie jaune et on va se lancer hardiment. Donc, oui. Alors, c'est une femme, donc le front, n'est-ce pas, est vertical. Je l'ai souvent dit, mais ce soir, quelques amis. Donc, je vais essayer d'être plus explicite. Il y a une branche montante, une branche horizontale, une branche horizontale. N'est-ce pas, il n'y a pas d'angle vraiment à proprement parler. Vous voyez, c'est tout doux. Et alors, ce qu'il y a vraiment de fantastique, c'est qu'elle a le nasion absent. Là, il n'y a pas cette espèce de bosse primaire que j'ai moi, mais c'est aussi parce que je suis auvergnat d'origine, n'est-ce pas? C'est une race très primitive. Mais là, vous voyez, c'est tout doux comme ça. Le front monte verticalement, il brille en haut, et c'est horizontal. Là, c'est pour ça que les femmes peuvent porter des valises sur le haut du crâne. Les hommes les portent sur l'acromion, c'est beaucoup plus commode. Hein? Voilà. Puis alors, les fosses orbitaires, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très doux dans les passages, etc. Donc, il aurait fallu que je sois délicat. Voilà. Mais elle est un petit peu...
Donc, on va descendre le rachis cervical, descendre le rachis dorsal, et il va falloir bouger parce qu'on va chercher peu à peu, et on va essayer de la mettre avec un fort récurvatum. Donc, on dessine le pelvien, la symphyse pubienne, les ailes iliaques, on retire les ailes iliaques, et c'est là que tout se passe, n'est-ce pas? Il faut dès le départ installer son aplomb, n'est-ce pas? Essayer que sa cuisse file bien en arrière, n'est-ce pas? Je vais peut-être un peu court, mais ça ne fait rien. Elle sera très courte sur pattes, un peu trop peut-être. Hein? Donc je remonte, voilà. Plus je vais, plus je dessine. Voilà, surtout ce soir. Et voilà. Donc on part, elle va avoir un bassin beaucoup trop long, mais ce n'est pas grave. Je me débrouillerai comme je pourrai. C'est très pédagogique, comme vous me voyez me casser un peu la figure. Donc voilà son fémur, son tibia, pardon, vous voyez, j'oublie. Ici, l'arche, le premier méta, voilà, le talon en arrière, et il faudrait qu'elle tienne debout là-dessus, la chérie. Donc, on va remonter tout ça, remonter l'anneau pelvien, vous voyez, c'est pas... Voilà, symphyse pubienne, aile iliaque, et là, évidemment, il faut que je cambre différemment. On a l'impression que je ne sais plus enseigner la morpho, vous ne trouvez pas? Voilà. Voilà. Donc, je me suis tellement préparé à mon départ que je suis déjà parti. Voilà. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. La rotule sera très, très projetée, avec toute la graisse alentour, etc. Hein? Donc, il faut vraiment la cambrer au maximum, chercher à ce qu'elle soit presque au déséquilibre. Elle ne l'est pas tellement, mais ce n'est pas grave. Elle est bizarre. On va essayer de voir comment on peut s'en sortir. Ça fait trop d'émotions, vous savez ça. Alors, donc, on va sortir sa première côte. La cage thoracique. La cage thoracique, elle a l'air surprise hein, d'être là, non? Voilà. Et puis, je vous propose carrément, elle a le rachis beaucoup trop lourd. Comard doit être effrayé, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, je vous propose qu'on lui mette tout de même pour avoir des repères, son épine antérieure et inférieure, parce que je m'en servirai un tout petit peu tout à l'heure. Et alors, allons chercher ce que nous venons de voir au niveau des bras. Parce qu'au niveau du membre inférieur, c'est beaucoup plus visible quand on suit une femme dans la rue. Je dis jeune femme parce qu'il y a un problème en ce moment. Il semble que les ligaments, chez les jeunes filles, il y ait des problèmes. Et c'est vrai que quand on voit la sortie, par exemple, rue Saint-Benoît du collège, là, avec leurs énormes chaussures qui leur pèsent tellement lourd, on a l'impression qu'il y a tout de même énormément de génuvalgum. Pour ceux qui ne sauraient pas, au fait, il y a des temps. Les garçons, la normale, c'est la cheville, genoux, etc. Mais il est très normal que chez un garçon, il y ait du varus, n'est-ce pas? Une fille qui fait du varus, il y en a beaucoup, beaucoup qui font du varus et qui portaient des mini-jupes, par exemple. On a beaucoup de mal à leur faire comprendre que c'est pas bon que la lumière passe. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon. Par contre, il y a des garçons qui sont très très gentils et qui font du valgus. D'accord? Bon, alors, mais ça, je n'ai pas choisi une vue de face pour le faire sans ça. Alors, allons chercher les bras de cette personne, n'est-ce pas? On va lui en mettre un. Donc, moi, je n'ai absolument pas de récurvatum, n'est-ce pas? Donc, on va lui en mettre un en le recourbant. Et puis, de l'autre côté, on va s'amuser à essayer de faire une arabesque. Quand vous accrochez un bras chez un être humain, eh bien, il n'est pas question, ce n'est pas un cheval. Un cheval est suspendu. Il est suspendu entre ses omoplates. Je ne sais même plus dessiner un cheval. Bon, ben, ça va. Voilà ses antérieurs, etc. Ça ne va plus du tout. Mais c'est bien, je m'en vais. Alors, donc ici, vous avez la cage thoracique, le sternum en rostre comme pour un bateau, si vous voulez. Et qu'est-ce qui accroche un cheval? Qu'est-ce qui accroche les membres inférieurs de cheval? Un lien musculaire, n'est-ce pas? Et il y a ici un grand pectoral absolument extraordinaire qui revient. Il est en suspension. C'est pour ça qu'il saute un obstacle, par exemple, même en concours complet, il met ses antérieurs comme ça, on se dit, mais il est fou, n'est-ce pas? Mais non, mais lui, il sait qu'il n'a pas de clavicule. Donc, il met ses antérieurs en sachant très très bien qu'il est en suspension et qu'ensuite, il va redescendre comme ça. Donc, l'être humain, non. Hein, c'est très mauvais quand nous dessinons comme ça, même en cherchant de sortir un bras sans en placer la clavicule. On a tendance à être un peu pantin. Alors, je recommanderais jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de placer la clavicule. Est-ce qu'elle est assez haut, là? Oui, c'est assez gentil. La clavicule est convexe dans les deux tiers antérieurs tant qu'elle est devant la clavicule, devant la cage thoracique, pardon. Et ensuite, elle devient concave. Vous avez un petit bout d'omoplate qui sort, ici, avec l'apophyse coracoïde. Et c'est là qu'on sort l'humérus. Alors, nos craies ont subi une inondation. Il y en a qui sont très tendres. Alors, ça, c'est un bras droit. Ça, c'est un bras gauche. Il n'y a rien de plus difficile que de dessiner un humérus en vue interne dans cette position, parce qu'il n'y a rien pour s'accrocher. De l'autre côté, tout le monde le sait, il y a le V, enfin, beaucoup le savent, il y a le V deltoïdien, la crête sus-épicondylienne. Vous voyez, là, il faut y aller. Il faut y aller avec un tube et relever un arc et placer l'épitroclé. Donc, on place tout en visant, pour que ça arrive ici, on place un tube, on relève un arc et on place l'épitroclé, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et cet épitroclé, peut-être qu'il faut, pour les invités, je dessine. Alors, c'est un bras gauche. Donc, si je dessine un humérus gauche de face, je vais vous expliquer ça très rapidement. Voilà. Voilà. Il y a ici, pour faire fonctionner l'humérus, une trochlée avec une épitrochlée. Ici, un condyle avec un épicondyle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la trochlée, poulie, n'est-ce pas, en grec, eh bien, nous faisons les mouvements de flexion et extension. Ça va avoir un certain intérêt par la suite, du cubitus sur l'humérus, n'est-ce pas? Et ensuite, avec le radius, c'est un très beau montage du 19e siècle. Vous voyez, on fait pivoter devant le condyle, on fait pivoter. Donc, c'est ainsi que tout à l'heure, on va pouvoir dessiner un bras en arabesque. Pour le moment, je vous propose, ça c'est un homme classique sans récurvatum, je vous propose donc d'envoyer son cubitus tout bêtement en avant, mais chez cet homme, c'est en rectitude. Chez elle, au contraire, je vais m'amuser, hop, n'est-ce pas, à faire rentrer le cubitus. Et vous voyez, comme chez Agnès, je ne le place pas dans l'alignement. Vous me suivez? Et c'est là. C'est peut-être un peu long, ça, non? Je ne sais pas. Je peux difficilement reculer aujourd'hui. Je vais tricher, je vais mettre mon condyle ici. Je vais retirer mon numérus parce qu'il m'embête. Et donc, c'est là. Si vous voyez, alors, il faut que ça, ce soit à peu près égal aux 3/4.
Donc, je place ma tête du cubitus ici. Il n'est pas question de voir. Et vous voyez, l'avant-bras va se retourner. C'est vraiment peut-être un petit peu long ici. Je suis complètement perdu. Mais ce n'est pas grave, on continue. Donc, et il n'est pas question de voir le radius de l'autre côté. Si vous voulez, on peut s'amuser à descendre la main, n'est-ce pas? Donc, on aurait le quart plat avec le pisiforme. Le pisiforme, c'est un petit os ravissant qu'on a au pied de la main, là, vous voyez, du côté du petit doigt, et qui permet d'accrocher. Chez les femmes, il remonte beaucoup plus haut que chez les hommes, pour des raisons sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'étendre, sinon je ferai un cours de 5 heures. Donc, voilà, je vous propose donc de placer le quart pisiforme, décidément, pisiforme os crochu, n'est-ce pas? Et puis, les trois éléments, le méta, la phalange, la phalangine, la phalangette. Simplement un petit doigt comme ça. Voilà. Et vous voyez, elle fait un peu de charming déjà, je crois, non? Voilà. Bien. Je lui laisse simplement une jambe. Tout est là. Il faut oser, et il y a un trou dans ces cas-là, il faut oser faire remonter le cubitus à l'intérieur de l'humérus. Et une trop grosse tête, visiblement. Et moi, je transpire. Vous avez chaud? Bon, ça m'arrange. Vous n'avez pas peur, monsieur le directeur, de prendre froid. Et puis, vous pourrez partir aussi vite que vous voudrez. Donc, mais je suis ravi que vous soyez là, mais très, très inquiet. Alors, elle doit avoir les bras beaucoup trop longs, la chérie. Mais ce n'est pas grave. En avant, vous allez me voir pagailler. Comme j'espère, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Voilà, j'en fais tomber ma crème. Donc, de l'autre côté, je vous propose l'arabesque. Je vais peut-être demander à Agnès de revenir, parce qu'elle ne l'a pas fait, ça, tout à l'heure. Voilà. Donc, on lève le bras, voilà. Et vous voyez, si les danseuses font ça très souvent, si on retourne, le bras refuse le récurvatum. Vous voyez, il disparaît. Alors, on va faire la danseuse. Allez-y. Ah, elle est superbe. Retournez celui-là. Hop. Pas tellement, hein. Pas autant que je l'aurais voulu. Alors, on garde celui-là en récurvatum. Et voilà. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le radius n'en veut pas. Le radius oblige le cubitus à suivre. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? On retourne ici. Voilà. Là, on a le récurvatum. Oh, c'est super. C'est superbe. On a le récurvatum à plein, on retourne le radius, et vous voyez, ça, le cubitus est forcé de remonter un tout petit peu. D'accord. Je passerai des heures. Allez-vous-en. Donc, de ce côté-ci, on va mettre donc le bras, vous voyez, on va le descendre en arabesque, on va essayer de faire ça convenablement. Je pourrais tout de même dire la phrase habituelle, question. Je vois, bien que je n'ai pas de lunettes, je vois des personnes au fond debout. Il y a là 2 bancs vides, si vous le voulez. Non? C'est malheureux. Mais là aussi, il y a des gens assis dans l'escalier. Descendez donc. En plus de ça, j'aurais moins l'impression d'être à la messe. Et vous savez... non, soyez gentils. Oui, voilà. Oui, Delphine, ils peuvent passer par là? Allez-y vite. Alors, eh bien, vaille que vaille, on va continuer. Donc, on se place une première côte. Voilà, ça va un tout petit peu mieux, je crois. Alors ici, bon, dire qu'on puisse voir de ce côté-ci l'omoplate quand même, non, hein, absolument pas. La tête de l'humérus, même pas, n'est-ce pas? On va directement sortir le bras beaucoup plus, voilà, ici. Donc cet élément, comme de l'autre côté, n'est-ce pas? Et puis on branche l'épitroclé, ici. Alors, il faudrait que ça vienne là. Ça vienne là. J'ai l'impression que ça doit être disproportionné.
passionné, je vais aller regarder un tout petit peu. Question? Allez, soyez gentils si vous en avez une, ça m'arrange. Oui, c'est effrayant, effrayant. Mais tant pis, hein, tant pis. Voilà, je vais descendre à peu près ici, peu importe. Enfin, peu importe. Donc, l'épitroclé, et si vous voulez, ici, je ne peux pas faire ceci autant que tout à l'heure parce que je vais lui tourner le radius. Alors, j'ai une craie. Nos craies en ce moment sont extrêmement molles. Donc, j'ai l'épitroclé qui est là, la trochlée qui est ici, n'est-ce pas? Donc, mon cubitus est là, et voulant retourner le radius devant le cubitus, je suis forcé, n'est-ce pas, de retirer un peu de récurvatum, de revenir ici. Si je place l'humérus, vous voyez, vous avez donc l'épitroclé, la trochlée qui est là, le condyle qui est là-bas derrière, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'amuser à vous sortir le condyle, ce serait complètement aberrant. Par contre, je vais... Voilà donc mon cubitus, et de là-bas, je vais faire venir mon radius en le faisant croiser, comme je vous l'ai montré sur le montage tout à l'heure, croiser. Vous préfériez peut-être que ce soit en blanc pour mieux voir. Voilà. Voilà donc le radius qui vient croiser le cubitus. N'est-ce pas? Et voilà. Et mon poignet. Alors là, c'est tout simple. C'est un ovoïde carpien, n'est-ce pas? Comme dans la dent de Michel-Ange, il n'y a aucun problème. Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas tout à fait l'habitude, on peut en parler un instant. Le poignet existe de ce côté-là, n'est-ce pas? Vous avez un avant-bras, un poignet, le trapèze des métacarpiens, des 4, n'est-ce pas? Les doigts, le pouce. De ce côté-ci, il n'y a plus de poignet. Hein? Vous avez un avant-bras, une main. Que s'est-il passé? C'est tout simple. Il y a un canal dans lequel passent les fléchisseurs, n'est-ce pas? Donc, ce canal est fermé par un ligament, qui est ici, sur lequel se branchent les muscles du pouce et les muscles du doigt, qui sont en fait les muscles du bord interne, ceux qui peuvent modifier la main au point qu'elle devient un réceptacle, n'est-ce pas? Et donc, la notion de poignet, qui est très facile à dessiner de ce côté-là, il suffit de penser à la dent de Michel-Ange, le jeu des index, le jeu des ovoïdes. On peut penser aussi aux poupées jumeaux du début du siècle avec leur ovoïde, n'est-ce pas, et leurs petits doigts qui en sortent, comme ceci. Voilà la simplification, voilà, etc. Avec une seule articulation, le pouce étant quelque part par là, voilà. Donc, cette notion d'ovoïde carpien, n'est-ce pas, de poignet, elle va de ce côté-là. Et cette attitude, si ça vous amuse comme moi de dessiner, n'est-ce pas, et vous êtes là, je crois, venu pour ça depuis quelques années, eh bien, vous le sortez, ça doit être complètement effroyable de différence entre le côté gauche et le côté droit. Ce soir, c'est la pagaille. Et alors donc, vous le sortez. Vous insistez sur la styloïde du radius, bien évidemment, il faut qu'elle soit très présente. Vous le sortez, et bien évidemment, là, hein, soyez gentils, c'est la dernière fois que j'en parlerai, surtout pas ça. Hein. L'axe de la main, c'est l'index, n'est-ce pas? Quand on prend une bouteille, par exemple, il faudrait être un âne pour la prendre comme ça, n'est-ce pas? Ou avoir des problèmes psychologiques. Donc, le dessin de la main se ressent du simple fait que tout se passe autour de l'index. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui a le métacarpien le plus long, de toute façon. Chose qu'on a une tendance étrange, n'importe quelle main que vous preniez,
voyez, c'est bien le métal carpien de l'index qui est le plus long. Donc, quand vous sortez une main comme ça, ça nous donne à tous le trac, eh bien, vous bâtissez d'abord votre index et tout va venir sans problème, n'est-ce pas? C'est lui qui va tout diriger. Donc, vous pouvez placer un médius qui aura donc un métacarpien moins long, mais des phalanges plus longues, on s'en fiche. Celui-là ici, ça doit être ridiculement trop long. 1, 2, 3, 4, hop. Et puis ensuite, on sortira les 1, 2 et 3 articulations du pouce. Voilà. Eh bien, je suis très inquiet, parce que je crois que les deux bras ne vont pas du tout ensemble. Rien, c'est parfait. Question. Oh ben, vous me flanquez vous imaginez cette masse humaine qui ne dit pas un mot, et moi qui n'ai jamais aussi mal dessiné. Et bon, alors allons-y. Oui? Tarek, merci. Allez-y, mon ami. Ah ben oui, mais de façon complètement folle. On ne va pas faire revenir, vous la regarderez, j'espère que vous allez la suivre en mettant partout. Et donc, là, regardez ça, c'est vilain au possible. Non, ça rentre complètement, puis ça envoie des arcs sur les côtés, etc. C'est exactement comme cette histoire des fossettes lombaires, n'est-ce pas? Quand on suit une femme dans la rue, enfin maintenant elles sont en jean, hein, et en plus de ça parfois... alors, mais sinon on voit très très bien, n'est-ce pas, qu'il y a deux points ici qui sont en creux, n'est-ce pas? Chez moi, chez un homme, elles sont en saillie. Chez les femmes, ces deux tubérosités iliaques là sont en creux. Tout simplement parce que la plupart du temps, le créateur a pris son agrafeuse, il a agrafé la peau à la tubérosité iliaque, et à ce moment-là, le sublime losange de Michaelis, dont aujourd'hui je ne parlerai pas, je m'étais demandé si je ferais une vue de dos pour dire, encore une fois avant de partir, losange de Michaelis. Ben oui, j'y suis arrivé. Donc, il y a cette localisation sublime que vous verrez tout à l'heure dans les diapos. Je sortirai des Tiepolo parce que je pense que vous en avez besoin une dernière fois, n'est-ce pas? Et alors, donc, il y a ce losange graisseux, n'est-ce pas? Il y a la sous-trochantérienne qui monte jusqu'à la taille, il y a la sous-trochantérienne, et à ce moment-là, si la peau est bien agrafée à l'os, ça vous fait une fossette très très profonde. Là, c'est la même chose, mais c'est mécanique. Si la peau n'est pas agrafée à l'os, on a l'impression qu'il y a un méplat qui glisse comme ça, mais on sent que l'os n'est pas long. Là, c'est mécaniquement, ça rentre complètement. Alors, l'une d'entre vous, l'autre jour, me disait « mais ma mère a des gros problèmes dans les escaliers, peur de, je crois, hein, elle a peur de descendre les escaliers, etc. » Je ne suis pas médecin, mais il est évident qu'il faut être très très prudent avec cette laxité ligamentaire. Et c'est vrai qu'on dit que mes amis obstétriciens, etc., disent que les mamans qui ont eu de nombreux enfants et qui partent au départ, si vous avez 6 enfants, Agnès, il faudra faire très très attention. Mais je crois que les jambes, c'est très solide chez vous. Les ligaments croisés sont très épais. Alors tant que vous ne faites pas du ski comme une folle, ça va, parce que tout de même, le créateur n'avait pas du tout prévu le ski pour les ligaments croisés, hein. Donc, tant que vous ne les abîmez pas, ça ira très très bien. Mais il y a des femmes qui, en plus du récurvatum du bras, ont les cuisses qui se retournent, ce que j'ai essayé de dessiner tout à l'heure. Et là, le tout devient d'une fragilité extraordinaire, à tel point qu'on est forcé parfois de les opérer, me dit-on, et de raccourcir la longueur des ligaments, de retirer de la laxité artificiellement, si vous voulez. Bon, eh bien, on va sortir le muscle essentiel, n'est-ce pas? Celui qui signifie le plus, à mon avis, c'est le couturier. Voilà. Donc, puis c'est délicieux en plus. Le voilà. Ensuite, si vous voulez bien, on va la solidifier. Là, elle est évidemment d'aplomb, donc elle tient, n'est-ce pas? Elle tient là-dessus. De là, vous direz, vous pouvez lui mettre l'autre pied où vous voulez. C'est d'ailleurs ce qu'on fera.
hein. Donc, on va mettre les muscles de la rotule. La rotule, ça n'est pas, je le redis une dernière fois, ça n'est pas à proprement parler un os, n'est-ce pas? C'est la dépendance d'un muscle. Une dernière fois, ça n'est pas l'os qui maintient le genou, n'est-ce pas? Ce sont bien évidemment les ligaments croisés qui, en arrière, maintiennent le genou, n'est-ce pas? Donc la rotule, si vous voulez, elle est là. Elle est relativement remontée. On va l'accrocher à la tubérosité antérieure du tibia. Et puis, on va mettre un dispositif pour la tenir. Je vous propose 3 muscles. Les trois faisceaux musculaires du quadriceps, le vaste interne, le vaste externe et le droit antérieur. Voilà. Donc, le droit antérieur, rectus femoris, part de l'épine antérieure et inférieure, n'est-ce pas? Lui, c'est un biarticulaire. Il part du bassin, il descend alors voilà. Voilà son tendon, voilà le muscle rectiligne. Il prend la rotule au passage, n'est-ce pas? Et il descend. Ensuite, vous avez 2 muscles hélicoïdaux qui viennent de l'arrière du fémur, n'est-ce pas? Ils viennent de la ligne âpre, qui est ici, se retournent hélicoïdalement pour venir chercher la rotule avec des forces de traction obliques et contournées, si vous voulez. Donc, ils font le tour, comme ceci. Voilà le vaste interne, qui descend très, très près de la rotule. Très, très près de la rotule. Voilà. Voilà. Et ensuite, le vaste externe, qu'on voit très peu sous cet angle, n'est-ce pas, qui a cette délicieuse courbure en contraste avec le vaste interne, c'est-à-dire ils ne sont surtout pas symétriques, surtout pas à la même hauteur. Vous voyez, elle est assez contente, là, j'ai l'impression, elle tient mieux debout, n'est-ce pas? On l'a accrochée, on lui a accroché son bassin, elle a vraiment les jambes très très courtes, elle dit de bord ça ne va plus, mais malgré tout, ça marche un tout petit peu mieux. Alors, pour continuer à la monter comme ça, on choisira après, on verra ce qu'on fera. Je vous propose de... j'aurais pu tout de même dessiner le bas du bassin, je suis très troublé. Donc, voilà l'anneau pelvien, voilà le trou obturé par une plaque ligamentaire, voilà l'épine antérieure et supérieure. On aura l'autre tête du fémur, on verra ce qu'on en fera, n'est-ce pas, qui partira comme ceci. Et voilà. Donc, je peux peut-être vous sortir le bassin pour essayer de me prouver à moi-même une dernière fois que j'étais capable de le dessiner. Voilà. Donc, voilà, vous avez l'épine antérieure et supérieure qui est ici, l'épine antérieure et inférieure qui est là, l'épine du pubis que je n'ai pas assez dessiné, dont je vais avoir besoin dans un instant, qui est là. Monsieur le directeur étant là ce soir, je ne me coucherai pas sur le bureau, mais je vous rappellerai tout de même que lorsque vous avez une insomnie, n'est-ce pas, il est bon de faire du repérage des épines du bassin, c'est vraiment le meilleur moment, parce que les viscères descendent, s'étalent sur les draps et les repères osseux remontent, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine d'attendre l'anatomie, la mort, pour que ces choses-là soient repérables. Donc, voilà donc les épines du bassin qui sont ici. L'épine antérieure et supérieure est ici. L'épine antérieure et inférieure là. Les 2 crêtes iliaques. La courbure lombaire que vous voyez là. Et vous voyez comme, malgré tout, ce que nous faisons est très artificiel. Parce que quand les ligaments sont là, et vous voyez, il en manque un tout petit peu dans l'aile, mais ça passe dans le périos d'une façon absolument extraordinairement délicate. Tout est en continuité. Question? Allez, soyez gentils. Question? Jean-Max. Moi, j'en avais tout à l'heure, j'aurais voulu voir apparaître l'autre clavicule, mais Ah, pas le moment. si tu veux, tout petit peu comme ça, en raccourci, mais si, pourquoi pas. Surtout qu'avouez qu'elle est monstrueuse, celle-là. Donc, on va te l'alléger.
Voilà. Voilà. Et puis ici, donc, tu as envie de l'autre. Il faut que je monte. Voilà. J'ai une craie extraordinairement molle. Je ne peux rien faire. Voilà. Fondation. Tu vois, c'est pas très réussi. Hein. Je me demande si plastiquement ça paye. Il faut parfois, je suis ravi que tu me l'aies demandé, mais il faut parfois ne pas tout mettre. Voilà. Peut-être que là, je peux aller par là. Alors, à ce moment-là, je vais te renforcer la première côte, la fourchette sternale, te redonner du sternum, d'accord, et peut-être un peu mieux. Si on retirait le rachis, là, non, ça ferait du bien quand même, je crois. Hein. Oui, regardez comme elle est contente. Alors, donc, on va lui mettre... Autre question? Oh, c'est gentil, allez-y. Oui. Dans les cas de récuratum, Oui. c'est un peu mystérieux pour moi. Est-ce que ça entraîne des désordres, la douleur, des désordres physiologiques, des ennuis, je ne sais pas moi. Mais pourquoi? Non, 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 elle vit très bien et ça va continuer. Non, non. Mais oui, ça surprend, ça choque, j'ose jamais le traiter. Et puis on a un petit... Berthe, je vous connais bien, donc je peux parler librement. Ça fait au moins 30 ans que je vous vois ici, parfois. Nous sommes... Il y a quelque chose de judéo-chrétien là-dedans. Hein. Le récurvatum, c'est tout de même le sexe jeté à la figure des gens. Hein. Carrément, moi ça m'agace. Évidemment, on va de plus en plus. Déjà, il y a 30 ans, je me répète, c'est pour ça qu'il est vraiment... tant que je m'en aille, mais déjà, j'étais agacé de voir mes amis qui ne pensaient que par les seins et le pubis, quasiment, parfois, pour définir la sexualité, si vous voulez. Bon, il y a autre chose. Hein. Il y a une localisation graisseuse autour de la nuque, qui est une zone érogène absolument. La plupart des gens méconnaissent. Pourquoi? Et regardez, les médecins l'appellent bosse de bison. N'est-ce pas? C'est tout de même symbolique, ça. On vient de loin. Hein? Et quand on la découvre, et n'oubliez pas tout de même qu'elle était tellement à la mode au début du 19e siècle qu'une femme qui ne l'avait pas était regardée, moi je ne sais pas, plutôt Eugénie, n'est-ce pas? Si vous la regardez de profil, non, elle était plus jolie que ça. Alors, pauvre, mais enfin bon. Alors, voilà. Alors, elle avait donc absolument pas de larynx apparent, ça c'est pas gentil. Elle n'avait pas de larynx apparent et, souvenez-vous, il y avait un équilibre de courbure. Et ensuite, si vous descendiez, n'est-ce pas, vous aviez les seins qui étaient dans des balconnets, comme ceci, la manche de la robe qui arrivait juste à la hauteur du balconnet, et ça faisait tout un ensemble de convexité. Et voilà la bosse de bison. Non, pitié. On pourrait peut-être lui donner mon nom à celle-là, n'est-ce pas? Donc, parce que je mérite vraiment plus une localisation graisseuse qu'autre chose. Bon, elle n'est pas jolie, madame, mais ça, vraiment, vous voyez, il y a un renvoi de courbure, ça, etc. C'est toute une époque. Et ces femmes-là ont pris tellement froid qu'elles portaient des châles en cachemire et des châles d'indienne. Donc, ça dépend des époques. Ça apporte une certaine fragilité, mais c'est inhérent à certaines personnes. Et je crois que, de toute façon, quand on vient au monde asthmatique, eh bien, on apprend à vivre avec, si vous voulez. Et quand on a des récurvatums, je m'imagine que ça doit tout de même être assez délicieux, non? Voilà, donc on vit avec et on a certains gestes qui sont à soi et un charme qui est à soi. Et en fait, moi, je pense, là je m'égare un peu, mais c'est pour dessiner un peu moins parce qu'aujourd'hui c'est pas mon jour, mais je pense que quand on dit qu'on a un coup de foudre, qu'on éprouve le charme de quelqu'un,
je ne crois pas tout à fait que ce soit la forme des narines ou des oreilles, ou il a de beaux yeux. J'y ai jamais tellement cru, moi. Je crois que c'est le mensonge. Quand il n'est pas là, on est assez content. Et ça se voit dans les gestes. Et c'est très, très intéressant de suivre la façon dont les gens servent leurs articulations. Par exemple, j'ai une haine, moi, c'est le mime Marceau. Oui, je pense que c'est le mensonge absolu. C'est le contraire absolu de la poésie. Ça a quelque chose de dégoûtant. C'est un peu comme dessine-moi un mouton, des choses comme ça. Moi, je classe les individus entre ceux qui... Bon, je m'arrête là. Il y a tout un... Et le récurvatum, mais si vous voulez, c'est très aussi... Il y a des garçons qui ont du récurvatum. Et ça, c'est passionnant de les voir vivre avec. Je pense qu'il n'est pas venu, mais il n'est pas venu. Mais il y a un de mes étudiants qui m'avait dit qu'il viendrait. Il n'est pas venu. Non, il a eu peur. Mais il est là? Non, il n'est pas là. Donc, eh bien, écoutez, c'est tout de même très étonnant. Je n'ai pas voulu apporter les diapos que j'avais fait de lui parce que je croyais qu'il allait venir. Il a un absolu récurvatum. Eh bien, il était prestidigitateur. Il y a quand même quelque chose, non? Et ça devrait s'arrêter, hein? Donc, on va monter une ligne blanche, vous voulez bien? C'est plus gai, hein, maintenant. On va monter une ligne blanche du pubis jusqu'au rachis. Alors là, c'est vraiment le délice, n'est-ce pas? Vous avez une ligne blanche qui part, donc, diamant. Enfin, une ligne blanche qui part de l'épine antérieure et supérieure et qui rejoint l'épine du pubis. D'accord? S'il y a un peu de ventre, vous êtes obligé de courber un tout petit peu ces lignes, de leur donner plus d'inflexion. Vous choisissez. Si par hasard elle était enceinte, bien évidemment, vous pourriez dessiner votre ligne blanche médiane ici et vous changeriez toute l'organisation. Mais il aurait fallu auparavant renforcer la courbure du rachis. Et alors, une des choses les plus délicieuses qu'il y ait, c'est de penser à la coupe, n'est-ce pas, de cette paroi abdominale. Quand vous pensez qu'à l'arrière, donc, vous avez votre vertèbre, mettons une vertèbre lombaire, si vous voulez. Dans la profondeur, vous avez un muscle transverse, peu nous importe, mais enfin, quand même, c'est très, très bien fait, avec, n'est-ce pas, tout un système d'aponévrose s'entrecroisant, comme ceci, n'est-ce pas, avec des muscles qui sont petit oblique d'un côté, grand oblique de l'autre, etc. Grand oblique d'un côté, petit oblique de l'autre. Et ici, vous avez ce muscle extrêmement connu, n'est-ce pas, qui sont les grands droits de l'abdomen, ce qu'on appelle classiquement les abdominaux. Donc, pour que tout cela soit bien maintenu en place, n'est-ce pas, il y a tout un système aponévrotique recroisant, et en particulier, n'est-ce pas, ça s'entrecroise, tout le monde le sait, dans la ligne médiane au niveau du nombril, mais il y a un entrecroisement latéral ici, qui peut paraître un peu artificiel. En effet, là, l'entrecroisement donne, en projection verticale, si vous voulez, une ligne aponévrotique qui descend, n'est-ce pas, de part et d'autre de la ligne médiane. Et alors, ce qu'il y a de vraiment magnifique morphologiquement, n'est-ce pas, c'est que, bien évidemment, ça n'aurait aucune solidité. Ça n'aurait aucune solidité si cette ligne blanche externe descendait sur l'arcade crurale et qu'on colle l'une à l'autre, comme ça. En fait, il y a un magnifique renvoi de courbure, de façon que mécaniquement, ça tienne le coup. Eh bien, c'est ce que je l'ai dit 100 fois, mais ce soir, je n'aurai pas de diapo à ce sujet. Eh bien, c'est ce que les Grecs adoraient à la Passion, n'est-ce pas, cette lyre apollinienne du bas du ventre, qui est tout simplement la situation mécanique de deux parois ligamentaires. Donc, en fait, ici, n'est-ce pas, alors, chez la femme, il faudra bien évidemment nous surveiller à la fin et revenir avec la spécialisation. Mais vous avez
comme chez l'homme, n'est-ce pas? Mais évidemment, on le voit beaucoup moins, à moins qu'elle fasse du bodybuilding ou autre ânerie, n'est-ce pas? Et où qu'elle se dégraisse avec des produits vétérinaires, comme elle le fait, n'est-ce pas? Et donc, sinon, on ne voit jamais chez la femme, mais tout de même, je ne peux pas l'écorcher sans donner cette petite merveille propre au sexe masculin. Donc ici, vous avez l'ombilic, à peu près, vous êtes d'accord? Le créateur n'a pas voulu que la fibre soit trop longue, donc il l'a laissée en terre dans la partie basse, et ici, il l'arrête régulièrement, c'est ce qu'on appelle maintenant très couramment tablette de chocolat. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais comme tout le monde le dit, je suis bien forcé d'utiliser cette image. Vous avez donc ces muscles grand droit de l'abdomen, qui bien évidemment ne vont pas rester jusqu'au bout ce soir, parce qu'ils ne correspondent pas à la morphologie extérieure, mais ils nous permettent tout de même de faire tenir notre personnage, et puis surtout, grâce à ça, on va remonter. Question? Ça va? Je vous propose de remonter le palmier, n'est-ce pas? Monter vers les bras. Donc, on va, dans la continuité des grands droits, placer les grands pectoraux. Mais là, vraiment, ce soir, on a un problème, c'est qu'avec cette histoire de bras vus à l'intérieur, l'insertion du grand pectoral qui est... Alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, mais je vais essayer de vous la sortir. Voilà, c'est une petite épingle à cheveux, n'est-ce pas, qui est ici. Donc, si mon bras est placé comme ceci, vous voyez, elle est de l'autre côté. Comme certains d'entre vous vraiment ne sont venus que pour me dire bonjour, il faut peut-être que je sois un tout petit peu courtois. C'est très très beau. Classiquement, oui, je peux peut-être faire ça là. Classiquement, si vous voulez, vous prenez cette insertion sur le bras, l'insertion sur le torse, n'est-ce pas? Sur la clavicule, le sternum, la partie basse, ici de la cage thoracique, eh bien, on note que lorsque le bras est tombant, n'est-ce pas, les fibres les plus basses, ici, remontent le plus haut. Comme ceci. Et voilà. Et ça entraîne la forme du grand pectoral comme les marches d'un escalier montant en spirale, comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et bien évidemment, lorsqu'il y a un sein, il n'est pas posé naïvement sur le grand pectoral, comme certains le croient. Il suffirait de gonfler, de contracter, pardon, les grands pectoraux, on verrait les seins partir. Non, non. Donc, il est absolument déconseillé de faire des pompes. Au contraire, n'est-ce pas? Je donne toujours l'exemple de la Vénus de Cnide, ou toutes ces Vénus du Louvre, n'est-ce pas, qui sont absolument merveilleuses. Mettons celle qui a un bras coupé, comme ceci. Le bras, la cuisse, la fesse. Vous voyez, ce qui nous fascine, c'est ça. Je suis peut-être descendu un peu bas. Ce qui nous fascine, c'est ceci, n'est-ce pas? Si cette dame fait du bodybuilding, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un creux sus-claviculaire, la clavicule, un creux sous-claviculaire, le grand pectoral et la glande mammaire. C'est un choix. Et en ce qui me concerne, c'est une haine. Donc, ici, dans le prolongement, n'est-ce pas? Dans le prolongement du grand pectoral, on va faire monter, donc on n'arrivera sans doute pas à donner l'escalier hélicoïdal, on n'est pas là pour faire de l'anatomie, mais on va s'amuser à faire sentir dans le prolongement du grand pectoral. Oh, ça marche très mal, c'est pas grave, on va s'en sortir à coup de fusain. Voilà. Voilà.
une petite coiffe deltoïdienne, peut-être pour sauver les meubles, n'est-ce pas? Voilà, décidément ce soir rien ne va. Bon, et il faudrait, on va mettre du biceps pour arranger les choses tout à l'heure, mais pas trop parce que je ne voulais pas aller me promener par là. Voilà, ce que j'aurais voulu, c'est qu'avec douceur, n'est-ce pas, on passe, qu'on ne soit pas anatomique, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, c'est ça. Quand on regarde, je ne vous en ai pas apporté, n'est-ce pas? Mais ça, dans nos collections, ça se présente la plupart du temps en os séparés, n'est-ce pas? Et dans les livres d'anatomie, c'est pour ça que je pensais qu'il valait mieux que vous n'en ayez pas, parce que ce sont de très mauvaises fréquentations. Il n'y a pas cette délicieuse continuité, n'est-ce pas? Ce soir, pour moi, c'est la pagaille, mais ce n'est pas grave. Ce que j'ai à vous dire, c'est que les ligaments peuvent être laxes et que votre dessin, n'est-ce pas, est plus important que les connaissances anatomiques, n'est-ce pas? On n'est pas là pour faire une méthode ABC, n'est-ce pas? On est là pour suivre avec sensibilité la continuité des formes et cette histoire de laxité ligamentaire. J'avais quelque chose à dire et je voudrais y parvenir en fin de parcours. Alors là, j'étais un peu coincé, mais là, j'ouvre, n'est-ce pas? Donc si je pense que mon insertion de grand pectoral est de l'autre côté, là-bas, je vais peut-être tout de même y parvenir un peu mieux. Et je vais peut-être jeter, si vous voulez, des faisceaux qui vont être peut-être, n'est-ce pas, qui vont peut-être mieux donner cette impression d'escalier, n'est-ce pas, de marche d'escalier. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. C'est la pagaille. Bon, mais ça fait rien. Allons-y. Ce qui compte, c'est ça. C'est de passer doucement. Voilà. Voilà. Et le dernier, là, sur la clavicule. Voilà. Voilà. Et de glisser doucement du grand pectoral dans les grands droits. Voilà. Donc, peut-être, j'avais envie de lui laisser les jambes toutes nues, oui, et de mettre... Quelle heure il est, au fait? Je suis complètement... 6 heures. J'ai encore le droit de jouer avec vous une demi-heure avant de passer au diapo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être placer l'autre membre inférieur. Ça rassurerait tout le monde, non? Et puis ensuite, on passera aux localisations gasseuses. Question. Allez, question. Non? L'homme, avoir un index, c'est ça que vous voulez me dire? Plus long que l'annulaire ou l'annulaire plus long que l'index? Oh, ça c'est complètement... Ça n'a rien à voir avec le sexe, n'est-ce pas? Au niveau de la main, ce qui pourrait avoir... Vous voyez, alors là, par contre, chez moi, il y a une assez grande laxité ligamentaire au niveau de la main, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des hommes... Tendez-moi la main, s'il vous plaît. Vous voyez, chez vous, ça se retourne aussi beaucoup. Donc, je pense que ce n'est pas tellement, n'est-ce pas, étonnant que les doigts se retournent. Mais je ne sais pas ce qu'il en est chez... Voilà, oui. Ça se retourne manifestement un petit peu plus. Vous voyez? Mais quant à la longueur, alors là, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Simplement, celui-là, je l'ai souvent dit, le malheureux, n'est-ce pas, Schumann, saviez-vous ça, monsieur Cousseau, que Schumann était furieux que l'annulaire n'ait pas la puissance des autres doigts. C'est Pauline Viardot qui raconte ça. Pauline Viardot raconte que Chopin était calme et qu'il voulait que chaque doigt ait sa personnalité. Moi, je ne peux pas jouer du piano, vous voyez, j'ai un handicap. J'ai une toute petite main et une grande. Je suis un droitier épouvantable, dénué de muscles de ce côté-ci, donc ça s'est très vite terminé. Donc je parle de ce que je ne connais pas. Mais Pauline Viardot explique très joliment que Chopin, pour lui, chaque doigt, il y a même un petit dessin qui accompagne, chaque doigt, on devait respecter la personnalité de chaque doigt. Et il paraît que ça énervait tellement Schumann que son annulaire n'ait pas assez de puissance qu'il aurait, c'est une légende, mais elle a du poids, qu'il aurait
comme c'était le moment où on créait la poulie-thérapie, il aurait mis une poulie au plafond, tiré sur son annulaire, ce serait fait une contracture de l'annulaire qui l'aurait poussé, dit-on, à moins poursuivre sa carrière de concertiste et à composer un peu plus. Donc c'est tout de même fou. Alors cet annulaire, oui, vous pouvez le trouver plus long, mais le pauvre, surtout, il a très très peu de valeur en assurance. Si vous le faites couper dans un accident de voiture, on ne vous rembourse rien. Le petit doigt vaut beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Donc, essayons de continuer. Je vous propose donc, moi j'ai envie de rabattre, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de m'étaler, j'ai envie de rabattre. Donc, si vous voulez, on va rabattre ici un fémur, comme ceci, quitte à cacher ce qu'on a précédemment fait, à être dans la pagaille la plus totale. Voilà, ici, voilà, voilà, voilà. C'est un peu gros, hein. Mais ça, c'est tout de même très propre à ce genre de femme, n'est-ce pas, de tenir perché sur un membre, puis à rabattre comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le genre à faire ça, d'accord? C'est plutôt le genre à revenir. Donc ça m'amuse de revenir, n'est-ce pas? Et repartir. Alors vous avez donc la rotule qui est ici, vous l'avez senti, et vous repartez. Alors là, je voudrais vous parler de quelque chose. Vous voyez, j'ai le culot d'ouvrir l'espace interarticulaire. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Et alors là, Berthe a un peu raison, n'est-ce pas? Il y a un problème, c'est qu'avec l'âge, si on a énormément de varus, n'est-ce pas, comme ceci, eh bien, on use le condyle externe. Est-ce que vous comprenez? Si on a énormément de valgus, on use le condyle interne. Je peux vous montrer, ça c'est une vérité. Et le cœur, dans certains cas, quand les gens prenaient de l'âge, étaient forcés d'opérer. Je me souviens de ça. Ça va, ça? Non, ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est assez clair, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer ce soir, mais enfin, voilà, c'est ça. Si vous avez du varus, c'est le condyle interne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez du varus, n'est-ce pas? Voilà, c'est le condyle interne qui s'use, n'est-ce pas? Bon, d'abord, le ménisque interne, qui en prend un vieux coup. Il faut 30 ans à peu près, je crois, pour user un ménisque, n'est-ce pas? Après la maturité. Donc, vous voyez, jusqu'à 50 ans, vous usez votre ménisque. Hein, si vous faites du football, ça doit tout de même poser des problèmes. Voilà. Si, par contre, vous voyez, c'est le condyle externe que vous usez. Mais avant d'user le condyle, rappelez-vous que vous avez deux délicieux croissants cartilagineux qui sont donc les ménisques. Donc, vous voyez, je ne sais pas, comme tout est un peu nuageux dans ce que je fais ce soir, n'est-ce pas? Vous avez votre ménisque interne qui est relativement ouvert, si vous voulez, et votre ménisque externe qui n'en peut mais, hein, complètement comprimé par le poids du corps, par ce qui lui tombe dessus, disons. Alors, on va descendre le tibia. Ah, c'est terrible. On va descendre le tibia. Où est-ce qu'on va aller le mettre? Bon, je ne sais pas. Alors, la face antérolatérale, on va tout de même offrir ça, monsieur le directeur. Alors, pour moi, une des choses essentielles de mon enseignement, c'est ça. C'est de montrer ma jambe, n'est-ce pas, et de montrer qu'ici, il y a un os sous-cutané. Quand les étudiants ont compris ça, je crois qu'ils peuvent dessiner une vache, une souris, n'est-ce pas? Et en plus, s'il y a vraiment le silence, on entend l'os, n'est-ce pas? Si on se met de l'autre côté, tout de même, les Égyptiens l'ont bien compris, ça n'a rien à voir. Vous pouvez taper là-dessus, c'est plein de muscles, n'est-ce pas? Il y a un bout d'os là en bas et une corde tendineuse effroyable qui nous fait croire que l'os continue, n'est-ce pas? Non, on voit très très bien que c'est une corde avec une malléole lancéolée en bas,
n'est-ce pas, du côté externe, une malléole quadrangulaire du côté interne. Donc, on va essayer de s'offrir. Quand on dessine un corps humain debout sur ce tableau, tout est un peu petit, évidemment. Alors, on va essayer de s'offrir une malléole carrée, n'est-ce pas, de ce côté-ci, avec une arche interne bien surélevée. Et de ce côté-ci, on aura le jeu des deux malléoles, n'est-ce pas, la cheville, les orteils et la malléole externe. De ce côté-là. L'os paraît un peu tordu, donc il faut un petit peu arranger les choses. Là où on avait l'arrivée du couturier, on a la tubérosité antérieure du tibia. Et ici, on a le péroné, comme ceci, et notre pied avec l'astragale incrustée dans la pince malléolaire. Ici. Donc le tibia, le péroné, le tibia face sous-cutané. Ah, et j'ai un petit peu envie de la laisser là-dessus sans lui mettre de muscles, n'est-ce pas, pour lui donner encore plus la fragilité de son aplomb. Eh ben, je pense qu'il faut savoir faire le sacrifice parfois de certaines connaissances pour que l'esprit y soit un peu plus. Voilà, oui, vous voyez, elle vient un peu, hein, un petit peu. Comme ça. Donc, l'autre couturier, voilà, épine antérieure et supérieure, n'est-ce pas? On va descendre ici, hop, en passant par là. N'est-ce pas? Donc, là, vous auriez peut-être voulu un peu de moyen fessier auparavant. De l'autre côté, il n'en était pas question. Donc, je vais vous le mettre maintenant, si vous voulez, le moyen fessier entre le grand trochanter et la crête iliaque. Et je vous mets maintenant le couturier glissant comme ceci. Donc, on va recommencer très rapidement. L'épine antérieure et inférieure est à peu près là. On va aller tirer un tendon. Ah, ce n'est pas la même couleur, mais ce n'est pas grave. Donc, on va aller tirer. On va faire la même chose là, dans ce cas-là. Voilà. On va aller tirer un tendon au-dessus de la rotule. Là, chez ces personnes, c'est extraordinaire parce que le tendon part très, très oblique en dessous, n'est-ce pas? Et on va placer un droit antérieur, un vaste interne. Je vais reprendre avec du fusain, rassurez-vous, sinon vous n'allez rien voir. Un vaste interne et un vaste externe. Allons-y. Oui, il a l'air mou celui-là. Donc, le droit antérieur, le vaste interne, le couturier, et où suis-je là? Ici, donc calmons-nous, le vaste externe. Le vaste externe. Et on descend, donc on pourrait placer un tendon oblique ici, un tendon oblique là, on descend sur la rotule et on descend comme ceci. Je n'ai pas du tout envie de vous traiter les muscles internes, les adducteurs, etc., car ils sont noyés dans la graisse. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez bien, on va tracer le sexe, n'est-ce pas? Et placer toute la localisation graisseuse de l'angle de Scarpa, qui en fait, n'est-ce pas, enveloppe tous les adducteurs ici. Mais alors, ce qu'il y a de très amusant, très charmant, c'est de s'occuper un tout petit peu des rotules ce soir. Ici, on est d'aplomb, n'est-ce pas? On prend l'aplomb de ce côté-ci. Donc, on contracte la rotule, donc on a deux pelotons adipeux, si ça vous amuse. Hein. Mais chez Dürer, par exemple, ou chez Rembrandt, ce sont des choses qu'on voit. Donc, deux pelotons adipeux de ce côté-ci, et ici, par contre, la rotule baigne, n'est-ce pas? Elle baigne dans une sorte de cœur graisseux,
Vous voyez, elle est au repos. Je vais vous dessiner ça comme ça pour mieux me faire comprendre. La rotule baigne, vous regarderez, on voit ça très très facilement dans les autobus, etc., quand elle porte des collants noirs. Et de l'autre côté, par contre, je vous disais, comme il y a contraction, la rotule remonte, émerge, et vous avez deux pelotons adipeux. Ça n'est pas la même forme, ça n'est pas le même dessin. Et puis, de toute façon, la rotule n'est jamais au milieu, n'est-ce pas? Là, on a une prédominance de la lèvre. Je ne peux pas trop détailler parce que je n'ai pas tellement l'espace, mais souvenez-vous surtout que quand on est debout, il y a, n'est-ce pas, une prédominance de la lèvre externe de la trochlée, on le voit très bien, donc qui dit à la rotule « va-t'en en dedans », et lorsqu'on est genou fléchi, c'est magnifique, la rotule s'en va en dehors, et regarde là, genou fléchi, je vais vous le montrer, pas genou debout. Vous voyez, la rotule est complètement dehors, quand vous êtes debout, la rotule est complètement en dedans. Une rotule n'est jamais au milieu. Ça a beaucoup plus de charme que ça, une rotule. C'est pas idiot. Les formes humaines sont bourrées d'expressivité. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de fantastique, n'est-ce pas, c'est que chez la femme, le créateur, bizarrement, n'a pas voulu de la symétrie que j'ai donnée au fusain, entre la symétrie qui fait footballeur, n'est-ce pas, entre le vaste interne et le vaste externe. Donc, il a placé une localisation graisseuse ici. Oh, je suis un peu lourd là, pardon. Une localisation graisseuse sous le vaste externe. Et vous regarderez ce soir dans le miroir de votre salle de bain et vous constaterez que chez les filles, n'est-ce pas, chez les femmes, il y a équilibre des deux vastes, car avec le vaste externe, on triche. Il y a une localisation graisseuse qui triche. Et voilà, la cuisse féminine qui doucement apparaît. Si j'avais la place, je vous dirais, il y a aussi un peu de graisse le long du couturier. Les filles sont drôles parce que lorsque une de leurs amies ne l'ont pas, elles disent « Tu as vu, elle a les genoux cagneux ». Alors, d'un côté, elles ont la haine stupide de la graisse, n'est-ce pas? Tous les mois de mars, les revues féminines, maigrir, 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 n'est-ce pas? Et de l'autre côté, lorsqu'elles ont une absence de graisse et qu'on voit un peu trop l'os, hop, il y a un qualificatif désagréable qui apparaît. Et alors, une chose, c'est que je peux très bien me contenter de laisser, bien évidemment, c'est une tricherie que je fais pas, de laisser le bas nu, n'est-ce pas? Car comme disait Richer, la graisse, j'en ai, regardez, la graisse, ici, il n'y en a plus, n'est-ce pas? La graisse va en diminuant de la racine du membre vers son extrémité. Et ça nous choque énormément, je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, je ne suis pas médecin, n'est-ce pas? Mais quand on voit, par malheur, avec certaines pathologies d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je me permettrai de ne pas insister, ça suffit largement, il suffit d'aller au Louvre pour voir, n'est-ce pas? Quand on voit la graisse qui, chez certains malheureux, n'est-ce pas, descend, 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 vous imaginez le handicap, n'est-ce pas? Parce qu'avoir un paquet de gras là, n'est-ce pas? Moi je le dis toujours, n'est-ce pas? Marcher à côté d'une femme en lui tenant l'arrière du bras, en sentant vibrer sa rétrodeltoïdienne sous ses doigts, c'est somptueux. Et c'est beaucoup plus discret que de lui tenir le sein. Et ça fait exactement le même effet. C'est une épouvantable ignorance, n'est-ce pas, que de ne pas savoir que l'arrière d'un bras, c'est gras chez la femme. C'est une des réserves. Alors, ce gras, avant que je parte, que je le dise encore une fois, ce gras, c'est une réserve nutritive, qu'on nous foute la paix, n'est-ce pas? Les petits bébés ont besoin de cette réserve nutritive. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait toute cette réserve nutritive chez les femmes? Eh bien, c'est pour attendre la prochaine récolte, n'est-ce pas? C'est tout simplement ça. Et ces dames noires qui n'ont plus de graisse, qu'on voit photographier avec un enfant qui va mourir, ben ça veut tout simplement dire ça. La graisse, le sein se vide le premier, c'est tout de même étrange. À la hanche, c'est la sutrocantérienne qui part la première, la sous-trocantérienne ensuite. Toutes ces localisations graisseuses sont des réserves nutritives du bébé. C'est simplement ça, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, ensuite, on monte.
si vous voulez bien. Quelle heure est-il ? On monte et on va justement lui donner une sous. Oui, c'est bien, on peut monter. Donc, on va lui donner une sous-trochantérienne et une su-trochantérienne. Discrètement. Discrètement. Vous avez le trochanter qui est ici. Si c'était un garçon, vous auriez, mettons, un flanc qui serait là autour du grand oblique. Là, et puis vous descendriez la cuisse, voilà le modelé masculin, vous retiriez la graisse ici. C'est une fille, votre trochanter est là, vous prenez la taille et vous faites ce qui vous plaît. N'est-ce pas ? Voilà. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. N'est-ce pas ? Moi, quand j'étais petit garçon, j'habitais au Halles. N'est-ce pas ? J'adorais aller me faire couper les cheveux là où les forts des Halles se faisaient couper les cheveux, parce qu'il y avait les grandes blouses blanches, le sang, etc. Et quand une fille passait, hein, c'est peut-être là que ça a commencé la morphologie, n'est-ce pas ? Je les entendais qui faisaient... Hein, mais c'était l'instinct de la su-trochantérienne, le trochanter et la sous-trochantérienne. N'est-ce pas ? Donc, vous faites ce que vous voulez. Il y a des jeunes femmes qui vous disent « j'ai la taille fine et les hanches hautes ». Tout simplement parce que la su-trochantérienne... Et alors ça, c'est assez amusant. Avant de partir, je peux y revenir une dernière fois, n'est-ce pas ? Si nous dessinons ceci, n'est-ce pas ? Ceci. Et que de la même taille, nous dessinions cela. Là, à droite, nous avons donné de la su-trochantérienne, très peu de sous-trochantérienne. Vous voulez peut-être le sexe, le voilà. Pour vous. Vous les voyez toutes les deux. J'espère que mes problèmes d'asymétrie cérébrale font que j'ai pu tout de même, voilà, vous les voyez toutes les deux là. Et je vous les ai dessinées de la même taille. Les repères osseux sont à peu près de la même taille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, celle-là, elle mesure 1,70 m. Et celle-là, elle mesure moins d'1,60 m. Oui ou non ? C'est très étrange. Les petites personnes ont leur réserve, n'est-ce pas, dans la sous-trochantérienne. Il y a eu une période où les filles s'habillaient avec des collants noirs de haut en bas, comme ça. C'était très intéressant. Et les filles hautes, n'est-ce pas, disent qu'elles ont la taille fine, n'est-ce pas ? C'est simplement parce que, vous voyez, là, n'est-ce pas, c'est un schéma qui appartient plutôt aux femmes grandes. Alors, si je veux, n'est-ce pas, avec ce petit... Là, j'ai mis une proportion très courte des membres inférieurs. Donc, il vaut peut-être mieux mettre... N'est-ce pas ? J'adore jouer avec ça, n'est-ce pas ? Vous pouvez peut-être aller jusque-là. Vous voyez ? Ça devient drôle quand même, non ? Vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse. Ici, vous avez l'ombilique, donc l'obligation, n'est-ce pas, de la périombilicale, qui parfois peut être plus développée que le sein, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas dans la culture, donc... Et pourtant, quand on regarde de profil, n'est-ce pas, on la sent, n'est-ce pas, sur le ventre. Donc, périombilicale, n'est-ce pas ? Là, vous restez discret. Vous mettez la graisse pubienne, bien évidemment. De l'autre côté, on peut un tout petit peu donner, mais n'est-ce pas ? Et alors ? Vous voulez bien revenir, Agnès, une seconde ? Merci. Vous levez le bras. Voilà. Regardez. Tout ça, c'est de la graisse. Tout ça. Et Dieu que c'est beau. Hein ? Regardez. S'il n'y avait pas ça, oui, ce serait terrible. Elle serait écorchée vive. Hein. C'est assez monstrueux, non ? Mais je peux, encore une fois ? Je peux. Et alors, donc, voilà. Tout ça.
Tout ça. Merci. Donc, en fait, tout mon dessin de ce soir, vous vous en doutez, c'était pour en venir là, n'est-ce pas? Je peux, Jean-Max en a certainement envie, donc on va lui mettre un biceps, on va répéter pour la dernière fois, n'est-ce pas? Donc on va mettre un peu de deltoïde au-dessus, on va dire biceps, corps charnu long, je sais même plus le dire, corps charnu long, pardon, tendon court, n'est-ce pas? Ici. On va dire triceps, corps charnu court, tendon long. D'accord, n'est-ce pas? Et encore, je ne l'ai pas très bien dessiné. Voilà. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être remonter pour faire plaisir à ceux qui veulent un peu plus d'anatomie que ce que j'en donne, n'est-ce pas? Mon pectoral n'est vraiment pas terrible. N'est-ce pas? Donc, corps charnu long, tendon court, charnu court, tendon long. Si vous voulez, peut-être il serait nécessaire quand même de mettre un peu de grand dorsal et de grand rond, un peu pour les amateurs de, comment ça s'appelle, de grand dentelé, n'est-ce pas? Un peu peut-être de grand oblique, voilà, on s'en fiche. N'est-ce pas? Ce que j'attends, moi, c'est de ne pas rater la courbe avec laquelle je vais donner la sous-trochantérienne. Ben, je l'ai raté. Voilà. Voilà. Et si vous voulez, ce soir, ce qui m'amusait, c'était de sortir ces localisations graisseuses, laisser les mains tranquilles, n'est-ce pas? Bien faire sentir que là, tout le modelé dans la graisse. L'anatomie n'a rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Tout est dans la sensibilité, n'est-ce pas? Et là, bien évidemment, hein, on va aller placer le sein en fonction de ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Souvenez-vous de cette malheureuse, je tire un peu la couverture à moi, d'accord, mais enfin, ça va faire image, surtout pour ceux de mes amis qui sont rarement venus. Il y a une jeune femme qui fait beaucoup de culturisme, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que sa carrière est terminée, elle n'a plus l'âge des compétitions. Il faisait, alors on va mettre faisait. J'allais dans des picots parce qu'on me trouvait distrayant, quoi. Et parfois, il m'arrivait, paraît-il, de dire des choses. Alors, oui, cette histoire qui m'a tellement impressionné, c'était une championne de saut en longueur, n'est-ce pas? Elle avait pratiqué tant le culturisme qu'elle n'avait pas de sein. Et ça gênait un peu sa vie personnelle. Donc, elle a cru bien faire de se faire mettre une petite prothèse mince, étroite en haut, d'accord? Fine, bien faite, impeccable. Vous me suivez? Elle faisait du saut en longueur. D'accord? Donc, un jour, elle est arrivée au point d'aboutissement, la prothèse est partie en arrière et a déchiré, n'est-ce pas, le feuillet aponévrotique dans lequel elle était incrustée, n'est-ce pas, et est remontée jusqu'à la clavicule. La malheureuse a retrouvé ses prothèses là-haut, n'est-ce pas, et ça a été dramatique et extrêmement douloureux, n'est-ce pas? Donc, comprenez bien que le sein, ça n'est pas un truc vulgaire, n'est-ce pas, qu'on se colle là, ce n'est pas un soutien-gorge, n'est-ce pas? Et c'est donc bien ce que nous disions tout à l'heure, ça comble ce que nos... Alors, on peut passer au romantisme, si vous voulez, n'est-ce pas, Madame Bovary, n'est-ce pas? Quand vous voyez les portraits d'Ingres, n'est-ce pas, vous avez des décolletés, voilà, comme ceci. Vous imaginez des femmes, ça va, vous suivez? Vous imaginez des femmes comme ça, avec les clavicules apparentes, etc. C'était la fourchette sternale et tout le Bataclan. Mais non, c'était absolument pas possible. Il fallait que tout ça soit plein. Regardez Madame d'Ansonville par Ingres, n'est-ce pas? Et même autour de la thyroïde, c'est bien lourd. Il y a même des modèles d'Ingres chez qui la thyroïde est formidablement pleine. Même, il y a un dessin de Léonard de Vinci magnifique, n'est-ce pas, où on voit un visage féminin dans la perspective sous divers angles, et où on voit cette plénitude qu'il a tellement bien étudiée. Donc, je veux dire par là que
dessiner, n'est-ce pas, placer la localisation graisseuse du sein en s'arrêtant là. Et déjà, c'est bien si on la place là, parce qu'on respecte, n'est-ce pas, son écriture par rapport au grand pectoral, mais je vous en prie, un peu de nuance, n'est-ce pas, et puis remontez un peu, n'est-ce pas, ça vaudra beaucoup mieux. Là, le bras est descendant, donc on va placer le sein plus bas, n'est-ce pas, et voilà. Voilà. Alors, je vais aller la regarder un peu loin. C'est mieux à l'arrivée qu'au départ. Oh là 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 là. Voilà. Bon, j'aurais pu faire 1000 fois mieux, mais on va lui mettre je trouve qu'il ne faut pas la laisser comme ça, n'est-ce pas? Donc, on va lui mettre une bouche en tenant compte du fait que l'interstice labial est à mi-hauteur des incisives. N'est-ce pas? Un nez. D'accord? Un regard, si on peut. Voilà. Voilà. Là, ça veut être la mastoïde. Donc, le trou auditif est là. N'est-ce pas? Voilà. Elle est un peu sérieuse. J'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus charmante. Bon. Et voilà. Voilà. Et voilà. Elle est un petit peu masculine. Hein? Ben, que voulez-vous? Je n'ai pas pu aller vers ce que je voulais. Je vais tricher. Je vais lui mettre une coiffure. Et voilà. Elle fait un peu modèle à l'école des Beaux-Arts, là, non? Voilà, mes amis. J'aurais pu faire mieux. Mais vous étiez trop nombreux, c'était trop émouvant. J'ai pas fait ce que je voulais. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous montrer quelques images, mais là, ce sera très, 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 très beau. Ce sont les deux Tiepolo, père et fils. J'ai une grande passion pour ces deux personnages. Et on va donc demander à M. Yacoub, je ne sais pas s'il m'entend, de venir mettre en place le système de diapo. Voilà, ne m'en veuillez pas pour ce cours qui n'était ni fait ni à faire. En fait, c'était surtout l'occasion d'une petite fête. Vous êtes, vous le savez, conviés après, si vous le souhaitez, à venir m'embrasser de long en large. Monsieur le directeur, peut-être que vous pourriez... Vous avez envie de rester? Bon, c'était très gentil. Vous m'avez fichu un trac épouvantable. Mais non, mais il faut assumer. Il fallait assumer. Merci. Vous aurez droit à une standing ovation tout à l'heure. Ah, bon, je ne sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. C'est pas grave. On fait passer les diapos? Voilà. Ça aurait pu ne pas marcher ce soir. Ça va, Nicolas? Ah, épouvantable. Bon jeu. Ça va? J'ai rarement fait pire. Hein. Ah. Alors voilà ce cher Giambattista. Il est né en 1696, je vous le rappelle, à Venise. Le pauvre est mort en exil, bien involontaire à Madrid en 1770.
Et j'adore ça parce que là, il est tout jeune, ça se voit, ça se sent. Et il peint sur un fond d'un bol léger, comme ça. Regardons la scène entière, diapo suivante. Une merveilleuse campasse, que vous voyez, toute grasse, toute divine, qu'Alexandre va lui céder, etc. Et c'est un tableau très, très intéressant parce qu'il s'est amusé à représenter certaines de ces toiles de l'époque qui avaient justement des fonds au bol, comme ça, ocre rouge assez soutenu. Et c'est un autoportrait, hein, vraiment d'un tout jeune homme avec une main un peu longue, etc. Et j'ai jamais compris le premier plan, mais enfin, le petit chien est drôle. Passons. Il y a un guerrier là-bas appuyé aussi sur sa hallebarde. Est-ce que c'est au point? Oui, je crois. Non? Oui. Moi, je ne vois pas. Donc, diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Alors, à cette époque-là, il adore la Grèce. Ça rappelle la phrase laissée au collégien ivre de sa première pipe le goût des femmes grasses, n'est-ce pas? Ça, c'est Baudelaire. Ben oui, moi, il y a des gens qui restent des collégiens, n'est-ce pas? Et lui, il est resté très tard. Donc, à l'Accademia à Venise, vous avez plusieurs petites toiles de jeunesse, il y en a d'autres ailleurs, comme ça, où vous avez des jeux de localisation graisseuse. Regardez ça comme c'est beau. Extraordinaire. Diapo suivante, mais il y a de l'os hein, là-dedans. Ce n'est pas du coton hydrophile. Diapo suivante. Vous voyez, regardez, vous avez les deux épines, évidemment, et regardez su et sous trochanterienne par rapport à la cage, n'est-ce pas? Tout est à sa place, et c'est très dangereux de placer des choses comme ça, et tout se tient, n'est-ce pas? C'est un extraordinaire jeune homme, et c'est un extraordinaire peintre âgé. Diapo, sauf à Madrid, où vraiment il influence de la... Regardez ça, c'est fou. Alors c'est donc Diane et Actéon, c'est pas au point du tout, là j'en suis sûr. Voilà. Et on sent qu'il s'amuse avec ce qui m'a amusé ce soir. Ça, c'est déréglé. La fille, là, est superbe, appuyée sur son pisiforme, en train de méditer, n'est-ce pas? Diapo suivante. Voilà, ça revient. Diapo suivante. Diapo suivante. Le voilà un peu plus âgé, dans une toile qui est au Metropolitan à New York. Une toile d'un culot fou. Diapo suivante, c'est un triomphe. Je voudrais vous montrer deux détails splendides là-haut. Diapo suivante. Regardez ça. C'est d'une allégresse, n'est-ce pas, dans le rendu des formes. C'est un type qui sait ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Et vous voyez, il a suivi mon cours. Il s'appuie sur l'index. Il n'est pas fou, n'est-ce pas? J'ai tout appris chez eux, moi. Regardez la magnifique vulgarité du gras autour du tendon du biceps et du vaste externe, n'est-ce pas? Et vous voyez, ce n'est pas du tout fait par le contour. Il y a un tremblé de la forme et il la laisse, quoi. Il est bouleversant partout, dans les premiers plans, mais là, c'est un très, très beau détail d'arrière-plan, n'est-ce pas? Et vous voyez, il se permet aussi de laisser des choses quasiment incompréhensibles. Allez vous balader dans les églises qui sont en dehors des circuits touristiques à Venise, Sant'Alvise par exemple. Il y a une montée de croix avec des gamins qui faribolent, c'est absolument extraordinaire. Ils n'ont rien à faire là, c'est absolument extraordinaire. Diapo suivante. Regardez ça, il faut vraiment savoir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Pour peindre ça, on ne va pas aller tenir un petit croquis dans la main gauche, n'est-ce pas? Diapo suivante, et surtout pas une photo. Alors voilà, bon, je ne pouvais pas ne pas vous la donner une dernière fois, c'est vraiment la somptuosité absolue. Tous les repères osseux sont là, le trochanter, les épines, le rachis, les omoplates, l'acromion. Il ne triche en rien. Diapo suivante. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le tissu noir reflète dans la perle. Le trochanter est merveilleux. Et il s'est payé un ruban pour que ça devienne un ovoïde. C'est une leçon de noblesse dans la forme, n'est-ce pas? Extraordinaire. Diapo suivante. Alors, bon, évidemment, c'est facile, n'est-ce pas?
Mais on va mettre au point un petit peu, monsieur Yacoub. Ça, ne ratez pas. C'est dans un tout petit musée fabuleux qui s'appelle le Querini. Non, c'est pas du tout au point, monsieur Yacoub. On a un appareil qui... Voilà, c'est presque bon. Qui s'appelle le Querini Stampaglia, n'est-ce pas, qui a été d'ailleurs réorganisé il n'y a pas longtemps. C'est très, très agréable d'aller là. C'est ouvert tard le soir. Et vous essaierez de penser à moi et de regarder le dégouliné des cheveux qui est absolument merveilleux. Mais du point de vue, il faut que je sois un peu morphologue, eh bien, vous avez de l'os là où il faut. Regardez la main en noir et blanc, une vieille image, diapo suivante. En fait, c'est un jaune pâle. Regardez ça, n'est-ce pas? L'index, mes amis. L'index est l'axe de la main. Et là, vous avez une articulation osseuse sous le gant, n'est-ce pas? Comme chez Rembrandt. C'est absolument impossible qu'il ait vu ça, n'est-ce pas? Mais il l'avait dans la tête. Il a eu besoin d'aller plus loin dans l'écriture. Donc, il n'y a pas de réalisme, il n'y a pas d'académisme là-dedans. Ce sont des gens qui vont plus loin, parce qu'ils savent où ils vont. Diapo. Voilà. Voilà du recurvatum. Quand on est un gentilhomme vénitien du XVIIIe siècle, c'est chic de ne pas faire viril, n'est-ce pas? Et d'avoir des courbures qui s'en vont en arrière. Donc, un peu comme chez certains minets d'aujourd'hui, plein de charme, eh bien, ils ont tendance à, par l'éducation, à se donner un recurvatum artificiel. Et vous voyez, ça fait pas mal avec un manchon décollant et tout, ça devait être délicieux. Diapo suivante. J'adore ça, n'est-ce pas? Et alors, regardez les contrastes de jambes. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire, n'est-ce pas? Les tibias sous-cutanés, on les a. Tout est d'aplomb. Il peut faire n'importe quoi. Il peut caricaturer dans tous les sens. Et ça a une allure, ça n'a aucune vulgarité, n'est-ce pas? Ça a une allure fantastique. Diapo suivante. Ça, c'est un vieux couple épris, n'est-ce pas? Regardez la courbure et l'aplomb de l'homme. Tout est d'aplomb là-dedans. Rien ne tombe, n'est-ce pas? Alors après, on peut se permettre évidemment toutes les fantaisies. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas l'habitude, je vous rappelle que c'est une technique extraordinaire, n'est-ce pas? Il pose, il y a un dessin à l'École des Beaux-Arts tout à fait extraordinaire représentant des polychinelles que je n'ai pas mis ce soir, où on voit dans l'angle supérieur gauche l'esquisse à la mine de plomb qui n'a pas effacé, à la mine de plomb ou à la pierre noire très fine. Alors, ce dessin est passionnant. Si l'école l'expose à nouveau, regardez-le bien, car il a eu le culot de laisser l'esquisse. Donc, il y a une toute petite esquisse qu'on sent quand on regarde à la loupe, n'est-ce pas, très très légère. Au-dessus, il y a un lavis à 3 tons, n'est-ce pas, un lavis très léger, un lavis moyen, et quand le séchage a pris, mais il attend, ça devait être merveilleux de le voir faire, n'est-ce pas? Il attendait. Vous voyez, voilà le lavis léger, voilà le lavis moyen. Il attend. Quand il sent que ça prend, il pose des sombres absolus. Vous voyez? Et ça donne une vigueur extraordinaire. Ça glisse parfois, quand il le veut, dans le jus du dessous. C'est extraordinaire de légèreté. C'est de la fresque sur papier, quoi. Diapo. Avec le recurvatum, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Et l'index non plus. Diapo. Celui-là, vous voyez, c'est marqué École des Beaux-Arts, quelque part. Là. Il est à l'école. C'est un moine portier. C'est beau. Hein? Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs villas que vous pouvez voir sans qu'il y ait trop de touristes. N'est-ce pas? Et je vous le rappelle, n'est-ce pas, avant de vous quitter, ça c'est la Valmarana. Alors, c'est merveilleux, parce que dans le bâtiment principal, tout ou presque, est de Giambattista, et la Foresteria, c'est-à-dire la résidence des invités, est tout ou presque de Giandomenico. Alors ça, c'est la grande folie de Giambattista, c'est-à-dire qu'il adore les torses très larges, les seins très écartés. Alors, diapo suivante, une légèreté incroyable. Vous voyez, une autre scène de la grande maison de la Paladina, diapo suivante.
Et là, vous retrouvez ce qu'on vient de voir au Lavis. Regardez, vous avez le crépi qui est tout de suite là, il n'y a presque rien. C'est vraiment la noblesse, quoi. Ça ne fait pas Beaux-Arts, n'est-ce pas? Il n'y a pas des kilos de merde posés les uns sur les autres, n'est-ce pas? Diapo suivante. Alors ça, c'est très passionnant. C'est dans La Paladine, et c'est très, très charmant. C'est l'amour du père et du fils, n'est-ce pas? Ça, c'est du père, et ça, c'est de Gian Domenico, qui avait un... Oh, ça se dérègle, et qui avait un côté beaucoup plus, je ne sais pas, fin 18e. Vous savez, il vivra le 1797, il va voir brûler le bus Centaure, et peut-être qu'il l'a senti, n'est-ce pas? Il est beaucoup moins dans les airs et les nuages que son père, et quand il y va, ça lui réussit beaucoup moins. Diapo suivante. Voilà un dessin du père. Diapo suivante. Copié par le fils. C'est une écriture très différente, beaucoup plus rococo, quoi. Mais il ne fait pas toujours ça, il est parfois très simple. Diapo suivante. Là, c'est quand il imite le père. Alors voilà. Dans la Foresteria, vous voyez, on change de monde, on redescend sur Terre. C'est du Goldoni, ça rappelle les mises en scène de Strehler, qui a pompé les costumes souvent, enfin son décorateur. Il y a une merveilleuse trilogie qui s'appelle La Villeggiatura, où tous les costumes étaient quasiment inspirés de cet endroit. Moi, j'adore ça. J'adore le panier par terre, j'adore les pieds qui ont des arches internes très discrètes, les mains, etc. Franchement, c'est délicieux. C'est dans la banlieue de Vicence, tout près de la Rotonda. Alors, tous les touristes vont à la Rotonda parce que c'était le film Don Juan de Lozère, n'est-ce pas? Et juste derrière, vous avez une villa entourée de petits nains, la Valmarana à Inani. Diapo suivante. Je suis dans les temps, comme ça, non? Alors voilà, ça c'est du fils typique. Et alors il y a forcément, quand vous avez le malheur de lire des commentaires, n'est-ce pas, il y a des gens qui vous disent qu'ils ne savaient pas dessiner les pieds. Mais voyons, la petite là-bas, elle a des pieds à arches externes, etc. Là, c'est parce qu'ils s'amusent. Il veut nous dire, ce sont des paysannes, je leur dessine des pieds tordus, n'est-ce pas? Mais ils savaient... Et c'est une espèce de coquetterie comme la poule, elle ne tient pas beaucoup. D'ailleurs, je la lui ai piquée, sa poule, et je l'ai remise dans une de mes toiles, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Diapo suivante, car vous allez avoir... Alors voilà, ça c'est tout à fait une idée fantastique. C'est donc à la Valmarana. Il sort pour la première fois une fresque qui s'appelle Il Mondo Novo, le monde nouveau. C'est un montreur d'images du Nouveau Monde, d'Amérique, n'est-ce pas, qui tient une badine, et dans la cabane, on voit par des trous percés, n'est-ce pas? Les dames ont même remonté leur jupe du dessus pour mieux voir à l'abri, n'est-ce pas? On lit des images du Nouveau Monde. Et là, on a une espèce de grand personnage à la longue et infiniment long, etc. Un marchand de je ne sais quoi, une palissade. Oh, ça c'est merveilleux. C'est un vieil aristocrate qui se balade en plein jour avec son gondolier serviteur. Dans certains tableaux de Canaletto, il y en a au Louvre dans les donations, j'oublie le nom, peu importe, eh bien, on trouve des gondoliers habillés de cette façon. Alors donc, il a son gondolier et en plein jour, le gondolier porte une lanterne. Diapo suivante. Alors, quand les musées, c'est pas du tout au point, quand le musée des arts décoratifs réouvrira, il y a une toute petite esquisse, à nouveau à l'huile, pour un monde novo. Diapo suivante. Mais surtout, n'est-ce pas, quand il était tout seul, chez lui, dans sa villa de Zianigo, il s'est peint sur 8 mètres de long, un monde novo pour lui tout seul, n'est-ce pas, où il s'est représenté. Il avait des problèmes de vue avec un occhiale, mais il va y avoir des détails. Son père est ici, n'est-ce pas? Et le montreur est là. Et là, j'ai découvert que c'est un médecin, Emmanuel Brugerolles peut-être le remarquera, n'est-ce pas? On retrouve ces cornes que les gens s'expliquent mal d'habitude dans les dessins des polichinelles mourants avec le médecin qui leur prend le pouls. On va regarder en détail, c'est une absolue merveille qui a été un petit peu trop nettoyée. Tout ça est là, ça a été transporté à la Carrezzo Nico à Venise.
Donc ça a subi des sévices. Diapo suivante. Regardez ça, c'est absolument extraordinaire. Vous verrez pour finir tout à l'heure la tête du Polichinelle avec sa polenta au bout de la fourchette. Ces gens-là, vous comprenez, moi, depuis mon enfance, depuis que mon père m'a montré ces choses-là, ça m'amuse, ça m'intéresse, n'est-ce pas? C'est formidable. J'ai entendu un artiste contemporain, hyper contemporain, très contemporain, n'est-ce pas? Il y a 15 jours, sur France Culture, dire qu'il était peintre. Ça ne se disait plus, n'est-ce pas? Ça redevient chic. C'est donc bon signe. Moi, j'ai peint toute ma vie, ça se dérègle. Ils vont peut-être s'y remettre. Mais vous pouvez y aller, ça repartira. Ça existe depuis la préhistoire. Mettons au point, s'il vous plaît. Voilà, c'est très très beau. Et le contraste sur la palissade, c'est merveilleux. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est d'une légèreté incroyable. Alors vous avez comme pour les paysannes partant au marché, il s'est offert des trucs mais insensés, quoi, des morphologies caricaturales. Diapo suivante. Diapo suivante. Le chapeau a été énormément abîmé. Moi, j'adore ça. Diapo suivante. De l'autre côté, par l'escalier, monsieur. De l'autre côté, 20 mètres plus loin. Diapo suivante. Très, très abîmé par le temps. Ça voudrait donc être Giambattista. Diapo suivante. Regardez les cheveux. Non, de l'autre, je vous ai dit, vous sortez, vous descendez les escaliers, c'est au fond. Donc, regardez le jus là, avec la terre d'ombre qui revient. On ne peut pas faire plus simple, n'est-ce pas? Le tricorne. Diapo suivante. Regardez ça. C'est fait comme ça, en un quart d'heure. Diapo suivante. Je pourrais faire un peu moins de bruit quand même. Regardez ça, c'est une merveille, non? Bon, ben là, c'est un dur moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire que partant de là, comme toute fin d'année, je vous offre, bref, quelques petits debords. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est pour un petit repos quand même, pour dire attention, on change. Voilà. Alors, je n'ai pas mis des personnages, mais bien évidemment, habitant près de la place Saint-Sulpice, j'ai l'obsession des chaises de ce lieu sublime qu'est le café de la mairie, et je m'invente mes histoires personnelles. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà la dernière mouture, ça fait 3 mètres. Il y a 3 toiles. Cette jeune fille est dans la salle. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, c'est la même. Cette dame est là. Bientôt, vous verrez ces deux-là et leur maman. Le chien, c'est moi. Etc. Celle-là, je l'ai terminée il y a 15 jours. Donc, je vous l'offre toute fraîche, photographiée sur la place Saint-Sulpice elle-même, parce que la lumière est bonne au nord. Diapo. Diapo. Elle est dans la salle. J'ai fait une grande toile diapo précédente. D'après cette petite toile, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon fauteuil. Donc, il y a 8 jours, je me suis offert ça, diapo suivante. Vous voyez, c'est délicieux la peinture, il suffit d'en faire. Diapo suivante. Diapo suivante. Et je suis même allé poser mon... Il faisait beau là ces temps-ci, j'adore le rocher de Vocotte. Vous voyez, c'est simple, on prend un isorel, on met de la peinture dessus, ça fait beaucoup de bien. Diapo suivante. Ça, c'était l'hiver, c'est pas fini, la tête ne va pas. Diapo, mais le sac est pas mal. Diapo suivante. Et ça, c'est vraiment la dernière petite esquisse. Voilà, je vous remercie, bonsoir, et c'est fini.